Monsieur, prenez votre fils et partez immédiatement, murmura Rebecca, la réceptionniste de l'hôpital, les yeux remplis d'effroi, tandis qu'elle regardait nerveusement les couloirs vides derrière moi. Il était 20h15 un mardi soir à Denver, dans le Colorado. J'étais là pour rendre visite à ma petite fille Emma, qui avait été hospitalisée après un accident de vélo. Du moins, c'est ce que mon fils David m'avait dit au téléphone quelques heures plus tôt. Rebecca me saisit fermement le bras. « Faites-moi confiance, s'il vous plaît. N'entrez pas dans cette chambre. Ne signez rien. Prenez simplement votre fils et partez d'ici immédiatement. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je m'appelle William Morrison et, à 62 ans, j'ai déjà vécu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai perdu ma femme Margaret il y a 3 ans dans un accident de voiture. J'ai bâti une entreprise d'ingénierie prospère à partir de rien. J'ai surmonté les trahisons de partenaires et des crises financières qui auraient brisé des hommes plus jeunes. Mais je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans le hall d'un hôpital, alerté par une inconnue d'un danger qui semblait concerner mon propre fils. « Que se passe-t-il, Rebecca ?» ai-je demandé à voix basse, sentant mon cœur s'emballer. « Où est Emma ? Elle va bien ?» La réceptionniste a regardé autour d'elle une fois de plus avant de murmurer « Emma n'est pas hospitalisée ici, monsieur Morrison. Elle ne l'a jamais été. Mais 3 hommes vous attendent dans la chambre 212 depuis 2 heures. Et l'un d'eux a des documents portant votre signature. » Le sang se glaça dans mes veines. Signature. Documents. Des hommes qui attendent. Au cours des 6 derniers mois, David m'avait constamment mis la pression pour que je prenne ma retraite, que je transfère les actifs de l'entreprise, que je simplifie les choses, tant que j'étais encore mentalement capable. Ce sont ses mots, pas les miens. Sa femme Rachel souriait toujours gentiment pendant ces conversations, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me dérangeait. Une impatience mal dissimulée, comme si elle calculait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. « Monsieur Morrison », a poursuivi Rebecca, d'une voix encore plus basse. « J'ai entendu une partie de leur conversation lorsqu'ils ont apporté le café. Ils ont parlé d'un « accident » qui devait se produire après que vous ayez signé les papiers. Quelque chose à propos de ne laisser aucune trace. Mon esprit a commencé à traiter l'information avec la froideur d'un ingénieur analysant un projet défectueux. Tous les signes étaient là. Les visites de plus en plus rares. Les questions sur mes projets concernant mon héritage. L'insistance pour que je me retire de l'entreprise. Et maintenant ça. Un piège soigneusement planifié, utilisant ma propre petite fille comme appât. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le son lointain des sirènes qui se rapprochaient. Rebecca pâlit encore plus. Ils arrivent. Quelqu'un a appelé une ambulance pour la chambre 212. Elle sera là dans 5 minutes. Le puzzle s'est parfaitement assemblé dans mon esprit. Il ne prévoyait pas seulement de me voler. Il prévoyait de me tuer et de faire passer cela pour un accident médical. Un vieil homme qui a eu une crise cardiaque après avoir signé des documents importants. Naturel. Sans soupçon. Rebecca, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Avez-vous des enfants ? J'ai une fille de 8 ans, répondit-elle, perplexe. Alors vous comprenez qu'un père ferait n'importe quoi pour protéger sa famille. Même si cette famille s'est retournée contre lui. Les sirènes devenaient de plus en plus fortes. Je pouvais entendre des voix provenant du couloir du 2e étage. Des voix familières. La voix de mon fils coordonnant quelque chose qui, selon lui, serait ma destruction finale. Mais David a commis une erreur cruciale. Il a sous-estimé l'homme qu'il avait élevé. Si vous aimez cette histoire de trahison familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que j'ai découvert ensuite sur mon propre fils allait tout changer pour toujours. Parce que parfois, quand vous pensez connaître quelqu'un parfaitement, la vie a une façon très cruelle de vous montrer à quel point vous vous trompiez. Et parfois, feindre d'être la victime est le seul moyen de découvrir jusqu'où va la trahison de ceux qui devraient vous aimer inconditionnellement. Les sirènes se sont arrêtées juste devant l'hôpital. À travers la vitre de l'entrée, j'ai vu 2 ambulanciers descendre d'une ambulance, transportant un brancard pliable et une trousse de secours. Ils ne semblaient pas pressés. C'était presque répété. Rebecca m'a de nouveau pris le bras. « Monsieur Morrison, s'il vous plaît. Ils savent que vous êtes ici. J'ai vu l'un des hommes là-haut vérifier 3 fois le parking à la recherche de votre voiture. » Mon esprit fonctionnait à toute vitesse, reliant des points que j'avais ignorés pendant des mois. David avait toujours été ambitieux, mais au cours des 2 dernières années, quelque chose avait radicalement changé. Après la mort de Margaret, il était devenu obsédé par ma stabilité mentale et mon bien-être. Rachel, ma belle-fille, s'était montrée particulièrement attentionnée ces derniers temps. Elle me posait sans cesse des questions sur mes médicaments pour la tension, suggérait que je pouvais être confus au sujet des affaires, insistait pour que je me détende et laisse la famille s'occuper de tout.
Maintenant, je comprenais. Ce n'était pas de la tension. C'était de la préparation. Rebecca, murmurai-je, tu as dit que tu les avais entendus parler d'un accident. Quel genre d'accident? Elle hésita, regardant nerveusement l'ascenseur. Quelque chose à propos d'un mauvais médicament. Ils ont dit qu'un homme de votre âge, soumis à un stress, pouvait facilement avoir une réaction indésirable. Surtout s'il prenait les médicaments à une dose incorrecte. Mon sang se glaça. 3 semaines auparavant, Rachel avait gentiment proposé d'organiser mes médicaments dans l'un de ses piluliers hebdomadaires. Pour être sûr que papa prend tout correctement, avait-elle dit avec ce sourire doux et faux. Au cours de cette même période, David avait insisté pour que je lui transfère la gestion quotidienne de Morrison Engineering. Juste jusqu'à ce que tu te sentes mieux, papa. Tu mérites de te reposer. J'avais résisté, mais je commençais à y réfléchir. Peut-être avait-il raison. Peut-être avais-je vraiment besoin d'aide. Quel idiot j'ai été. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes dans le hall et David est apparu. Même à distance, je pouvais voir qu'il était agité, vérifiant constamment son téléphone portable. Il regarda autour de lui dans le hall jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les miens. Pendant une seconde, je vis quelque chose sur son visage que je n'avais jamais remarqué auparavant. Ce n'était pas de l'inquiétude filiale. C'était de l'impatience froide et calculatrice. Comme si j'étais un problème technique qui prenait trop de temps à résoudre. Il s'avança vers moi avec un sourire forcé. « Papa, je suis content que tu sois là. Emma va bien, mais les médecins veulent faire quelques examens supplémentaires. Ils ont besoin que tu signes des formulaires d'autorisation. » Quel genre de formulaire, David? Tu sais comment ça se passe dans les hôpitaux. Beaucoup de paperasse. Autorisation de traitement, responsabilité financière, ce genre de choses. Rachel est en haut avec Emma en ce moment. Chaque mot sortait naturellement, mais il y avait quelque chose de mécanique dans sa façon de parler. Comme s'il suivait un script. Les ambulanciers nous ont dépassés pour se diriger vers l'ascenseur. David leur a fait signe comme s'ils étaient de vieux amis. L'un d'eux a fait un signe discret de la tête. À ce moment-là, tout s'est parfaitement mis en place dans mon esprit. L'hôpital. Les documents. Accident. Les ambulanciers qui connaissaient déjà mon fils. Ils avaient tout planifié méticuleusement. Je monterai à la chambre 212, je signerai les papiers transférant tout à David, puis j'aurai une urgence médicale juste après. Les ambulanciers étaient déjà prêts. La cause du décès serait une crise cardiaque provoquée par un mauvais traitement médicamenteux, aggravée par le stress lié à l'inquiétude pour sa petite fille hospitalisée. David hériterait légitimement de tout. Rachel deviendrait une veuve riche. Et je deviendrais une statistique médicale de plus, celle d'un homme âgé qui n'a pas su gérer le stress d'une situation familiale. Le plan était presque parfait. Presque. David, dis-je calmement, où se trouve Emma exactement en ce moment? Il hésita une fraction de seconde. Dans la chambre 212, bien sûr. Pourquoi cette question? Parce qu'Emma est à Los Angeles avec son amie Jessica depuis 2 semaines. Je l'ai moi-même conduite à l'aéroport. Le visage de David pâlit. Sa mâchoire se crispa, le même tic nerveux qu'il avait depuis son enfance lorsqu'il était pris en flagrant délit de mensonge. Papa, tu dois être confus. Le stress, l'âge, tu as peut-être oublié. Oublié? Ou bien tu me mens, mon fils? À ce moment-là, Rachel apparut dans le hall, marchant rapidement dans notre direction. Elle arborait ce masque d'inquiétude maternelle que j'avais appris à détester. William, Dieu merci, tu es là. Emma te demande. Rachel, dis-je en la regardant droit dans les yeux, Emma est à Los Angeles. Elle cligna plusieurs fois des yeux, puis regarda David avec une panique à peine dissimulée. C'est alors que je compris que Rachel était le cerveau de l'opération. David n'était qu'une façade, le fils inquiet, qui hériterait légitimement de tout. Mais Rachel était celle qui avait orchestré chaque détail. William, dit-elle doucement, es-tu sûr de ne pas confondre les dates? Ces derniers temps, tu sembles un peu désorienté. C'était brillant. Même maintenant, alors que le plan était dévoilé, elle essayait encore de me convaincre que j'étais le problème. Que ma propre mémoire n'était pas fiable. Les ambulanciers descendirent de l'ascenseur et s'approchèrent du groupe. L'un d'eux regarda David et murmura « Tout est prêt là-haut ». Rachel tapota l'épaule de l'ambulancier. « Merci, vous avez été très professionnel. » C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude, mon fils et ma belle-fille avaient l'intention de m'assassiner. Et sans le courage d'une réceptionniste qui ne me connaissait même pas, je serais mort dans l'heure qui a suivi. Mais ils ont commis une erreur fatale.
Ils ont sous-estimé l'homme qui avait bâti une entreprise multimillionnaire à partir de rien. L'homme qui avait survécu à 3 crises économiques et à 2 divorces d'associés malhonnêtes. L'homme qui savait désormais exactement qui étaient ses véritables ennemis. Et la vengeance que j'étais sur le point d'orchestrer serait aussi méticuleuse et dévastatrice que le plan qu'ils avaient élaboré pour me détruire. Parce que quand on essaie de tuer un ingénieur, il vaut mieux être sûr de connaître toutes les spécifications du projet. Le secouriste qui avait chuchoté à l'oreille de David s'est approché de moi avec un sourire professionnel parfaitement répété. « Monsieur Morrison, je m'appelle Brad, je travaille pour les services médicaux d'urgence. Je crois comprendre que vous avez des problèmes d'hypertension ?» Ce n'était pas une question. C'était une confirmation d'un dossier qu'ils avaient déjà. « Des problèmes de tension ?» répétai-je en regardant Rachel droit dans les yeux. « C'est drôle, mon médecin n'en a jamais parlé lors de mes dernières consultations. » Rachel rit nerveusement. « William, vous savez comment sont les médecins. Ils minimisent toujours les choses pour ne pas inquiéter les patients âgés. » Aîné. Chaque mot qui sortait de sa bouche révélait désormais des couches de mépris que j'avais choisi d'ignorer pendant des années. Le deuxième ambulancier s'approcha avec une civière pliante. « Monsieur, il serait préférable que nous vous emmenions pour un examen rapide. Juste pour nous assurer que tout va bien avant que vous rendiez visite à votre petite fille. » David posa sa main sur mon épaule avec une pression qui n'était pas affectueuse, mais possessive. « Papa, ils veulent juste s'assurer que tu vas bien. Après cela, nous pourrons régler les papiers d'Emma et rentrer à la maison. » C'est à ce moment-là que j'ai remarqué un détail qui m'a glacé le sang. Le secouriste appelé Brad portait des gants en latex, mais il y avait une tache sombre au bout de son index. Ce n'était pas de la saleté. C'était de l'encre. La même encre bleue foncée que celle des stylos que j'utilisais pour signer des documents importants. Il s'était entraîné à imiter ma signature. Combien de fois? Sur combien de documents? Depuis combien de temps planifiait-il cela? Rebecca était toujours derrière le comptoir, faisant semblant de travailler, mais ses yeux croisaient constamment les miens. Elle savait que j'avais compris la gravité de la situation. « David, dis-je calmement, puis-je te parler un instant? En privé ?» Rachel s'avança. « William, je ne pense pas que ce soit le moment de discuter en famille. Tu sembles un peu confus, et les ambulanciers. »« Rachel, l'interrompis-je d'une voix que j'utilisais pour licencier des employés incompétents, je ne te parlais pas. » Le silence qui suivit était pesant. David regarda nerveusement sa femme, puis les ambulanciers, comme s'il avait besoin de la permission pour parler à son propre père. Cela m'apprit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la hiérarchie de cette opération. Nous avons fait quelques pas vers la cafétéria de l'hôpital, suffisamment loin pour ne pas être entendus, mais toujours dans le champ de vision de Rachel et de ses complices en uniforme. « David, ai-je commencé à voix basse, depuis combien de temps es-tu au courant de l'argent des comptes offshore ?» Son visage pâlit. C'était une question test. Je n'avais pas de comptes offshore. Mais sa réaction me confirma qu'ils avaient enquêté sur mes finances beaucoup plus en profondeur que je ne l'imaginais. « Papa, je ne sais pas de quoi tu parles. » 47 millions, David. C'est beaucoup d'argent pour disparaître comme ça. Tu ne trouves pas? Il se mit à transpirer. Il transpirait littéralement. Des gouttes se formaient sur son front alors qu'il essayait de traiter des informations sur de l'argent qui n'existait pas. Comment je veux dire, tu ne savais pas que je savais que tu savais. Souris-je froidement. Mon fils, pensais-tu vraiment qu'un homme n'atteindrait pas l'âge de 62 ans en bâtissant une entreprise multimillionnaire sans apprendre à protéger ses actifs? C'était un mensonge, bien sûr. Mais David ne le savait pas. Et l'expression de panique grandissante sur son visage m'a révélé quelque chose de bien plus précieux que la vérité. Lui et Rachel avaient planifié mon assassinat en supposant qu'ils connaissaient toute ma situation financière. Ils avaient tort. Papa, écoute, il vaudrait peut-être mieux en discuter à la maison, sans pression, sans de faux ambulanciers qui attendent pour me droguer. Ses jambes ont failli se dérober sous lui. Il a regardé désespérément Rachel, qui observait notre conversation à distance avec une anxiété croissante. « David, ai-je poursuivi, ma voix portant désormais le poids de 3 décennies d'expérience dans le monde des affaires. Tu as exactement 30 secondes pour m'expliquer comment vous comptez simuler ma mort. » Papa, pour l'amour de Dieu, tu délires. 25 secondes. Et chaque seconde que tu perds à me mentir augmente exponentiellement la valeur de tes futures conséquences. Il craqua. Complètement. C'était l'idée de Rachel, murmura-t-il désespérément. Elle a dit que tu devenais sénile, que nous allions tout perdre si nous n'agissions pas rapidement. Le plan était simple. Tu signerais le transfert de tes biens à mon nom, puis tu aurais une crise cardiaque causée par une interaction médicamenteuse. Naturelle.
Sans soupçon. Chaque mot était un coup de poignard, non seulement à cause de la trahison, mais aussi à cause de la cruelle simplicité du stratagème. Et Emma? Où est vraiment ma petite fille? En Californie, comme vous l'avez dit. Mais Rachel pensait que vous ne vous souviendriez pas bien des dates, que nous pourrions vous convaincre que vous étiez ici. Vous avez gravement sous-estimé l'homme qui vous a élevé, David. C'est à ce moment-là que j'ai regardé autour de moi dans l'hôpital avec un regard complètement différent. Ce n'était plus un endroit où j'étais en danger. C'était un champ de bataille. Et je venais de découvrir que je connaissais le terrain bien mieux que mes ennemis. Au cours de ma carrière, j'ai été confronté à des tentatives d'acquisitions hostiles, à du sabotage industriel, au chantage de concurrents et même à une enquête fédérale montée de toutes pièces par un ancien associé vengeur. J'ai survécu à tout cela en utilisant la même stratégie, retourner les armes de mes adversaires contre eux-mêmes. Et maintenant, en regardant mon fils brisé devant moi et ma belle-fille calculatrice qui observait notre conversation, je savais exactement ce que je devais faire. David, dis-je en posant ma main sur son épaule avec une fausse compassion, je te remercie pour ton honnêteté. Maintenant, retournons voir Rachel et réglons cela en famille. La confusion dans ses yeux fut instantanée. Que voulez-vous dire? Je veux dire, répondis-je avec un sourire que Margaret trouvait toujours dangereux, que vous venez de me donner toutes les informations dont j'avais besoin pour transformer votre vie en un enfer bien plus créatif que tout ce que vous aviez prévu pour moi. Car si mon propre fils pensait pouvoir m'assassiner et hériter de ma fortune, il était sur le point de découvrir que sous-estimer William Morrison était la dernière erreur que l'on pouvait commettre. Et la leçon que j'étais sur le point de lui enseigner serait aussi dévastatrice qu'éducative. Certains parents protègent leurs enfants des conséquences de leurs actes. D'autres, comme j'étais sur le point de le devenir, veillent à ce que ces conséquences soient inoubliables. Nous sommes retournés vers Rachel et ses complices en uniforme. David essayait de retrouver son sang-froid, mais ses pas étaient hésitants, comme ceux d'un homme marchant vers son propre jugement. « Tout va bien, papa ?» demanda Rachel avec cette voix mielleuse qui me donnait désormais la nausée. « Vous avez mis beaucoup de temps à discuter. »« Juste des affaires de famille, » répondis-je calmement, en observant les deux ambulanciers qui attendaient avec une patience professionnelle. David m'expliquait les documents que je dois signer. L'expression de soulagement sur son visage était presque comique. Elle pensait vraiment avoir gagné. « Parfait, » dit-elle en accrochant son bras au mien de manière possessive. « Alors on peut monter maintenant? Les médecins attendent. » C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai souri. Pas un sourire de résignation, mais le même sourire que j'utilisais lorsque je concluais des affaires de plusieurs millions de dollars. Bien sûr, Rachel. Finissons. Pendant le trajet dans l'ascenseur, j'ai observé chacun des présents. Brad, l'ambulancier, vérifiait nerveusement son téléphone portable. Le deuxième ambulancier, dont je ne connaissais toujours pas le nom, avait une posture trop rigide pour quelqu'un en service d'urgence réel. David évitait complètement mon regard. Et Rachel. Rachel dégageait une assurance qui me disait exactement à quel point elle avait planifié cette opération. « William, » murmura-t-elle tandis que l'ascenseur montait, « je veux que tu saches que tout cela est pour ton bien. David et moi voulons simplement que tu passes tes dernières années en paix. »« Quelle attention !» murmurai-je, remarquant qu'elle parlait déjà de moi au passé. La chambre 212 était une suite privée donnant sur le parking. Sur la table d'appoint, il y avait un dossier de documents organisés avec une précision militaire. Des stylos de couleurs spécifiques. Un petit enregistreur numérique. Et 3 hommes en costume qui n'étaient manifestement pas des médecins. « William Morrison », dit l'homme le plus grand en tendant la main. « Je suis Richard Kane, du cabinet d'avocats Kane et Associates. Nous avons apporté quelques documents importants à votre intention. » Je lui ai serré la main, remarquant la fermeté calculée de sa poigne. « Quels documents, monsieur Kane ?»« Les documents de transfert de la direction de Morrison Engineering à votre fils, ainsi que quelques modifications à votre testament, compte tenu de votre état de santé récent. » Mon état de santé. Ils avaient inventé un état de santé pour moi. David finit par prendre la parole. « Papa, avec ton hypertension et les épisodes de confusion que tu as eus ces derniers temps, nous pensons qu'il vaut mieux simplifier les choses. » Des épisodes de confusion. Brillant. Ils étaient en train de construire un faux historique médical en temps réel. Quels épisodes, David? Rachel s'est avancée. William, tu te souviens la semaine dernière, quand tu as posé 3 fois la même question au sujet du même projet? Ou quand tu as oublié où tu avais garé ta voiture au centre commercial? Des mensonges parfaits. Des situations qui auraient pu arriver à n'importe qui, mais présentées comme des preuves de déclin mental. Monsieur Kane ouvrit le dossier.
Si nous pouvons commencer par le document de transfert des pouvoirs administratifs. C'est alors que j'ai réalisé qu'ils avaient dépassé toutes mes attentes. Ce n'était pas seulement un plan pour me tuer. C'était un plan pour me destituer légalement d'abord, en établissant des précédents médicaux et juridiques qui justifieraient toute action future. Si je mourais dans cette pièce, ce ne serait que la conclusion logique d'un homme qui avait déjà perdu ses facultés mentales. Bien sûr, dis-je en prenant le premier stylo. Mais avant, puis-je poser une question? Bien sûr, répondit Kane. Dans quelle banque comptez-vous déposer les montants des virements? David et Rachel échangèrent un regard. Kane hésita une seconde. Cela serait déterminé ultérieurement, sur la base de conseils financiers appropriés. Je vois, dis-je en étudiant le document. Et Emma? Comment s'inscrit-elle dans ce transfert de biens? Emma? Rachel semblait sincèrement perplexe. Ma petite fille. La raison pour laquelle je suis ici. Le silence qui suivit était révélateur. Ils avaient complètement oublié le mensonge qui les avait amenés là. Kane se reprit le premier. Monsieur Morrison, je pense qu'il y a une confusion. Vous êtes ici pour un examen médical de routine. 3 versions différentes du même mensonge en 5 minutes. Des amateurs. Je commençais à signer le premier document, remarquant que tout le monde se détendait visiblement. Mais tandis que ma main bougeait le stylo, mon esprit tournait à plein régime. Au cours de ma carrière, j'avais développé une méthode spécifique pour faire face aux tentatives d'acquisition hostiles. Tout documenter, créer des redondances et toujours avoir une stratégie de sortie que les attaquants n'avaient jamais envisagée. Et à ce moment-là, réalisant que j'étais victime de la prise de contrôle d'hostile la plus personnelle de ma vie, j'ai décidé d'appliquer exactement la même stratégie. Voilà, ai-je dit en remettant le document signé. Et maintenant? Le deuxième document était encore plus précis. Transfert complet de tous les comptes bancaires de l'entreprise à David, avec Rachel comme co-signataire. Tout en signant, j'ai demandé avec désinvolture. Au fait, avez-vous vérifié les registres de Morrison Engineering au cours des 6 derniers mois? Pourquoi cette question? A répondu David trop rapidement. Simple curiosité. Il y a eu quelques mouvements intéressants que vous devriez connaître avant de tout reprendre. Kane se pencha en avant. Quel genre de mouvement? Des investissements offshore. Des contrats avec des filiales européennes. Rien d'illégal, bien sûr, mais complexe. C'était un mensonge, mais l'expression de panique grandissante sur leur visage me confirma qu'ils n'avaient pas fait preuve de la diligence requise. Ils étaient en train de voler une entreprise sans même savoir ce qu'elle valait ou ce qu'elle devait réellement. Rachel murmura quelque chose à l'oreille de David. Il acquiesça et s'approcha de Kane. Pendant qu'ils chuchotaient entre eux, les ambulanciers se positionnèrent discrètement plus près de la porte. Ce n'était pas un placement fortuit. C'était une stratégie de confinement. Monsieur Morrison, dit finalement Kane, nous ferions peut-être mieux d'en finir rapidement. Vous devez être fatigué. En fait, je me sens très bien, répondis-je en signant le 3e document. Mieux que je ne me suis senti depuis des mois. L'ironie était parfaite. Plus il se rapprochait de mon assassinat, plus je me sentais alerte et énergique. C'est alors que Brad, l'ambulancier, passa à l'action. Monsieur Morrison, que diriez-vous de vérifier votre tension artérielle avant de continuer? Juste pour nous assurer que tout va bien. Il s'approcha avec un tensiomètre et autre chose. Une petite seringue cachée derrière l'appareil. Bien sûr, dis-je en tendant le bras. C'est toujours bon de vérifier. Pendant qu'il ajustait le brassard, j'ai murmuré assez bas pour que lui seul puisse m'entendre. Brad, avez-vous des enfants? Il a hésité, perplexe. Monsieur? Des enfants. Avez-vous des enfants? J'ai 2 garçons. Quel âge ont-ils? 7 et 9 ans, a-t-il répondu automatiquement, toujours perplexe quant à la tournure que prenait la conversation. Ce sont des âges importants, ai-je poursuivi calmement. Des âges où ils commencent à comprendre la différence entre le bien et le mal, à se forger une opinion sur le genre d'homme qu'est leur père. Ses mains ont commencé à trembler légèrement. La seringue restait cachée, mais il n'arrivait pas à poursuivre le mouvement. Monsieur Morrison, Depuis combien de temps êtes-vous ambulancier, Brad? 8 ans. Et en 8 ans, combien de fois avez-vous aidé à sauver des vies? Des centaines. Et aujourd'hui? Le silence était assourdissant. Brad regarda la seringue dans ses mains, puis David et Rachel, qui l'observaient avec impatience. Aujourd'hui, murmurai-je à son oreille, allez-vous raconter à vos enfants que vous avez sauvé une vie ou que vous en avez pris une? Brad recula d'un pas. La seringue tomba par terre. Je ne peux pas faire ça,
dit-il, la voix brisée. C'est à ce moment-là que je sus que j'avais remporté la première bataille. Mais la guerre ne faisait que commencer. Rachel s'avança comme un serpent. « William, tu perturbes Brad. Tu ferais peut-être mieux de te reposer un peu. »« Non, Rachel, dis-je en me levant lentement. Je pense que je ferais mieux de rentrer chez moi et de réévaluer certaines choses. En particulier ma situation familiale. » Le masque tomba enfin de son visage. Son expression douce disparut, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. « Tu ne vas nulle part, William. Nous sommes allés trop loin pour nous arrêter maintenant. » Et c'est avec cette phrase qu'elle a révélé quelque chose qui allait complètement changer ma stratégie de vengeance. Parce que si vous suivez cette histoire jusqu'ici et que vous voulez voir comment un homme de 62 ans transforme sa propre famille en leçon de vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car parfois, sous-estimer l'expérience de quelqu'un qui a bâti un empire à partir de rien n'est la dernière erreur que certaines personnes commettent dans leur vie. Et Rachel était sur le point de découvrir que lorsque vous attaquez un ingénieur, il vaut mieux avoir calculé toutes les variables de la structure que vous essayez de démolir. L'expression sur le visage de Rachel a complètement changé lorsqu'elle a prononcé ces mots fatidiques « Nous sommes allés trop loin pour nous arrêter maintenant ». C'était comme si un masque était enfin tombé, révélant le vrai visage de la femme que j'avais à tort considérée comme ma famille pendant des années. Choix de mots intéressant, Rachel, ai-je dit en me levant lentement et en ajustant ma veste. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas allé assez loin. Kane, l'avocat, fronça les sourcils. Monsieur Morrison, que voulez-vous dire exactement? Je dis que vous avez commis l'erreur la plus élémentaire dans toute opération. Vous avez sous-estimé votre cible. Je me dirigeai vers la fenêtre, observant le parking. Pensez-vous vraiment qu'un homme n'atteint pas l'âge de 62 ans en bâtissant un empire sans apprendre à identifier les prédateurs? David retrouva enfin sa voix. Papa, de quoi parles-tu? Tu as signé les documents. Ah, je les ai signés, confirmai-je en me tournant vers eux. Mais avez-vous vérifié qu'il s'agissait des bons documents? Le silence qui suivit fut assourdissant. Kane fut le premier à réagir, ramassant rapidement les papiers sur la table. Son expression changea radicalement tandis qu'il les lisait. Ce ne sont pas les documents que nous avons préparés, murmura-t-il. Bien sûr que non, répondis-je calmement. Pendant que vous chuchotiez vos plans dans cette pièce, je remplaçais les documents. Les papiers que vous m'avez donnés me désignent désormais comme seul bénéficiaire de toutes les propriétés de David et Rachel Morrison, y compris la maison que vous avez achetée l'année dernière. Rachel pâlit. C'est impossible. Nous avons vérifié. Vous avez vérifié les bons documents. Vous n'avez simplement pas vérifié si je les avais remplacés par d'autres qui leur ressemblaient. Je souris froidement. Rebecca n'était pas la seule personne à avoir remarqué vos activités suspectes. C'est alors que Kane a découvert l'ampleur réelle du problème. Monsieur Morrison, ces documents portent un cachet notarial valide et ils ont été certifiés il y a 3 semaines par le même notaire que vous aviez l'intention d'utiliser. La différence, c'est que je suis arrivé le premier. J'ai pris mon téléphone portable. Vous voulez voir l'enregistrement de votre projet d'assassinat? Toute la salle s'est figée. David a commencé à transpirer abondamment. Enregistrement? A murmuré Rachel. Rebecca n'était pas seulement une réceptionniste serviable. Elle était mon informatrice pendant tout ce temps. J'ai montré mon téléphone portable où l'on pouvait entendre la voix claire de Rachel. Avec ça, tout sera à moi et quand le vieux se présentera, s'il se présente, il n'aura pas un centime à réclamer. David tituba. Papa, je ne savais pas qu'elle. Bien sûr que tu le savais, David. Tu es aussi sur l'enregistrement. Papa ne se doutera de rien. Il nous fait confiance. Tu te souviens de cette phrase? Kane tenta de reprendre le contrôle de la situation. Monsieur Morrison, même si vous aviez des enregistrements, cela n'invaliderait pas. Cela n'invaliderait pas quoi? Les plans d'homicide? La falsification de documents? Ou peut-être faites-vous référence au compte offshore que Rachel a ouvert à votre nom, Monsieur Kane? L'expression de terreur sur le visage de l'avocat fut instantanée. Comment avez-vous? Ce n'est pas possible. Comment ai-je pu découvrir cela? Kane, j'ai passé 30 ans à auditer des entreprises. Le suivi financier est littéralement ma spécialité. Je pris un autre papier dans la poche intérieure de ma veste. Banque de Nassau, compte numéro 759421. 50 000 $ déposés hier par Rachel Morrison, plus les 10 000 que vous avez reçus la semaine dernière. Rachel a essayé de courir vers la porte, mais celle-ci ne bougeait pas, c'est drôle, ai-je commenté, les portes de cet étage se verrouillent automatiquement à partir de 20 h. C'est une mesure de sécurité de l'hôpital.
Vous nous avez tendu un piège, siffla-t-elle. Non, Rachel. C'est vous qui avez tendu un piège. Je l'ai simplement transformé en leçon de vie. Je regardai David, qui semblait être en train de faire une dépression nerveuse. Mon fils, veux-tu savoir quelle a été ta plus grande erreur? Il me regarda, les yeux rougis par les larmes. Laquelle? Tu as oublié à qui tu avais affaire. Je ne suis pas seulement ton père. Je suis William Morrison, l'homme qui a transformé un petit bureau d'études en une entreprise de 40 millions de dollars. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas des mouvements suspects sur mes propres comptes? Kane tenta un dernier coup. Monsieur Morrison, tout cela est très émotionnel, mais légalement. Légalement, Monsieur Kane, le FBI monte à cet étage en ce moment même. Je regardai ma montre. En fait, il devrait arriver dans environ 3 minutes. Comme par magie, le bruit des sirènes commença à se rapprocher de l'hôpital. Ce n'étaient pas des ambulances cette fois-ci. Comment? Murmura David. Parce que pendant que vous planifiez ma mort, je planifiais votre exposition. Rebecca n'était pas ma seule alliée. Je pris mon téléphone portable et montrai une liste de contacts. Jake Morrison, mon neveu, est agent fédéral. Carmen Morrison, ma nièce, est procureur fédéral. Et Michael Morrison, mon cousin, est juge fédéral. La prise de conscience frappa Rachel comme un coup de massue. La famille Morrison. Elle est bien plus importante que ce que vous avez découvert. Je souris avec une satisfaction sincère. Vous avez enquêté sur ma situation financière, mes habitudes, ma routine. Mais vous avez oublié de vous renseigner sur mon arbre généalogique. Les sirènes s'arrêtèrent devant l'hôpital. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir. David s'effondra sur une chaise, complètement abattu. Papa, je suis désolé. David, dis-je, ma voix exprimant enfin toute la douleur d'un père trahi, tu as essayé de me tuer. Des excuses ne suffiront pas. La porte s'ouvrit et 3 agents fédéraux entrèrent dans la chambre, suivis par le shérif du comté. Monsieur Morrison, dit l'agent en chef. Je suis l'agent Foster. Nous avons reçu votre plainte. Kane tenta un dernier geste désespéré. Agent, je suis avocat et je peux vous expliquer. Kane et Associates a été fermé il y a 2 heures sur ordre fédéral, répondit froidement l'agent. Et vous avez un mandat d'arrêt pour association de malfaiteurs et tentative de meurtre. Rachel tenta de négocier. Agent, il y a eu un malentendu. Madame, l'enregistrement que nous avons reçu est très clair quant à vos intentions. Il se tourna vers moi. Monsieur Morrison, avez-vous les preuves dont vous avez parlé? Je lui tendis une enveloppe scellée. Des documents financiers, des enregistrements audio, des vidéos de surveillance de l'hôpital des 3 derniers jours et une liste complète de tous les comptes bancaires concernés. David me regarda avec un mélange de terreur et de respect. Depuis combien de temps êtes-vous au courant? Depuis le premier jour où Rachel a suggéré que vous repreniez l'entreprise, mon fils. Depuis le premier médicament qu'elle a organisé, pour moi. Depuis la première fois où vous avez menti sur l'endroit où se trouvait Emma. J'ai fait une pause. Vous n'avez pas été malin. Vous avez été prévisible. Les agents ont commencé à lire leurs droits. Alors qu'ils menottaient Rachel, elle m'a regardé avec une haine pure. Vous ne pourrez pas vivre avec ça, William. Détruire ta propre famille. Rachel, dis-je calmement, vous avez détruit la famille dès l'instant où vous avez décidé de m'assassiner pour de l'argent. Je n'ai fait que documenter la destruction. David fut le dernier à être menotté. Avant d'être emmené, il me regarda une dernière fois. Papa, y a-t-il une chance que tu me pardonnes un jour? J'ai regardé profondément dans les yeux de l'homme que j'avais élevé, éduqué et aimé inconditionnellement. Le même homme qui avait méticuleusement planifié ma mort. David, ai-je répondu d'une voix brisée, le pardon se mérite. Et tu as toute une vie en prison pour y réfléchir. Alors qu'ils étaient emmenés, Rebecca apparut à la porte avec un sourire soulagé. Monsieur Morrison, tout va bien? Maintenant, oui, ma chère. Merci beaucoup. Vous saviez que je vous aiderais? Rebecca, dis-je en prenant mon manteau, j'ai appris très tôt dans la vie que les bonnes personnes reconnaissent les bonnes personnes. Vous m'avez sauvé le premier jour. Je vous ai simplement rendu l'appareil. Nous avons quitté l'hôpital ensemble. Dehors, les lumières bleues et rouges illuminaient la nuit. En regardant le van du FBI s'éloigner avec ce qui restait de ma famille, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Monsieur Morrison, a demandé Rebecca doucement, que vas-tu faire maintenant? J'ai regardé le ciel nocturne de Denver. Maintenant, Rebecca,
Je vais vivre le reste de ma vie en sachant que j'ai choisi la justice plutôt qu'une famille toxique. Et c'est un choix avec lequel je peux vivre en paix. Parce que parfois, lorsque les personnes que vous aimez le plus deviennent celles qui veulent le plus vous détruire, la seule chose qui reste à faire est de leur montrer que sous-estimer quelqu'un qui a survécu à 6 décennies de vie est la dernière erreur que l'on puisse commettre. Et tandis que je marchais vers ma voiture en cette froide nuit du Colorado, je savais que David et Rachel venaient d'apprendre cette leçon de la manière la plus douloureuse qui soit. 6 mois plus tard, j'étais assis dans l'ancien bureau de David chez Morrison Engineering, désormais entièrement rénové. Les murs sombres qu'il avait choisis avaient été remplacés par du verre transparent et du bois clair. Le symbolisme n'était pas une coïncidence. Le téléphone a sonné. C'était Jake, mon neveu qui travaille au FBI. « Oncle William, j'ai pensé que tu aimerais savoir. David a été condamné à 12 ans pour tentative de meurtre et fraude. Rachel a écopé de 15 ans en tant que chef de l'opération. Kane a été radié du barreau et a été condamné à 20 ans. Et les ambulanciers? Brad a pleinement coopéré. Il a été condamné à 2 ans de liberté conditionnelle et effectue des travaux d'intérêt général dans un hôpital pour enfants. L'autre, Marcus, qui a refusé de coopérer, a été condamné à 5 ans. Brad m'avait rendu visite 2 semaines après les événements de l'hôpital. Il avait amené ses 2 enfants pour me présenter ses excuses en personne. J'ai vu dans les yeux de cet homme une véritable transformation. Parfois, il faut presque tout perdre pour trouver qui on est vraiment. La porte du bureau s'ouvrit et Emma entra en courant, de retour de son voyage en Californie. À 10 ans, elle ne comprenait pas encore tout à fait ce qui s'était passé, seulement que papa et maman avaient commis de graves erreurs et ne pouvaient pas la voir pendant très longtemps. « Grand-père William !» s'écria-t-elle en se jetant dans mes bras. « Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, ma petite. » Rebecca, qui travaillait désormais comme mon assistante de direction après avoir quitté l'hôpital, entra juste derrière Emma. « Monsieur Morrison, l'avocate chargée de la garde, est ici pour la réunion finale. » Emma vivait désormais officiellement avec moi. David avait signé les papiers de transfert de garde à la prison, l'une des seules bonnes choses qu'il ait faites pendant toute cette procédure. Lors de l'audience de garde, le juge avait demandé à Emma où elle voulait vivre. Sa réponse avait été simple, avec grand-père William. Il ne m'a jamais menti. La transformation de ma vie était complète. Morrison Engineering prospérait sous une nouvelle direction éthique. J'avais mis en place un conseil consultatif des employés, une transparence financière totale et un programme d'éthique d'entreprise qui était devenu un modèle pour d'autres entreprises de la région. Mais le plus grand changement a été personnel. Emma m'a appris que protéger sa famille ne signifie pas accepter la toxicité. Cela signifie identifier qui mérite vraiment ce titre sacré. Rachel n'a plus jamais tenté de me contacter. Selon Jake, elle avait engagé le meilleur avocat que l'argent pouvait acheter, mais il n'y avait aucune défense possible contre des enregistrements vocaux planifiant un meurtre. David, en revanche, m'écrivait de prison 1 fois par mois. Des lettres pleines de regrets sincères et de questions sur Emma. Je répondais à toutes, le tenant informé de la croissance de sa fille, mais lui faisant clairement comprendre que le pardon serait quelque chose qui s'obtiendrait au fil des années par un véritable changement, et non par des mots écrits sur du papier de prison. « Grand-père », a dit Emma pendant que nous rangions ses fournitures scolaires, « papa pourra-t-il encore rentrer à la maison un jour ?» « Emma, » répondis-je avec précaution, « les personnes qui font de mauvais choix doivent parfois s'éloigner pendant longtemps pour apprendre à faire de meilleurs choix. Ce qui importe, c'est que tu auras toujours un foyer sur ici avec moi. Et s'il apprend, nous en discuterons le moment venu. Mais pour l'instant, notre famille se compose uniquement de nous deux, et c'est parfait. » Dans sa dernière lettre, David écrivait « Papa, je comprends que tu ne me pardonnes jamais. Mais je veux qu'Emma sache que le plus grand regret de ma vie a été de choisir l'argent plutôt que ma famille. Tu nous as enseigné des valeurs que j'ai abandonnées par ambition. Je réalise maintenant que le véritable échec n'a pas été de perdre ma fortune, mais de perdre ta confiance. J'ai conservé cette lettre avec toutes les autres. Peut-être qu'un jour Emma voudra les lire. Peut-être comprendra-t-elle que les gens peuvent changer, mais que le véritable changement exige du temps, des sacrifices et des preuves par l'action. » Rebecca a frappé à la porte. Monsieur Morrison, la journaliste du Denver Post, est arrivée pour l'interview. Quelle interview? Au sujet du programme d'éthique commerciale que nous avons mis en place. Apparemment, notre histoire a inspiré d'autres entreprises familiales à revoir leur structure de gouvernance. Je souris. J'avais complètement oublié. Au cours des derniers mois, plusieurs entreprises m'avaient contacté pour me demander conseil sur la manière de protéger les entreprises familiales des conflits internes. Emma, tu veux rencontrer une vraie journaliste? Ses yeux brillèrent. Je peux lui poser des questions aussi. Bien sûr.
Alors que nous marchions vers la salle de réunion, je repensais à tout ce chemin parcouru. William Morrison, qui était entré dans cet hôpital 6 mois plus tôt, était un homme naïf qui croyait que l'amour familial était inconditionnel. Le William Morrison d'aujourd'hui savait que le véritable amour signifie parfois établir des limites strictes pour protéger ceux qui comptent vraiment. L'intervieweuse, une femme d'âge mûr nommée Sarah, avait préparé des questions axées sur la transformation de l'entreprise, mais elle s'est vite rendue compte que l'histoire réelle portait sur la transformation humaine. Monsieur Morrison, quelle est la leçon la plus importante que vous avez tirée de toute cette expérience? J'ai regardé Emma, qui dessinait à côté de moi, complètement confiante et heureuse. J'ai appris que nous ne devons pas tolérer la toxicité au nom de l'amour. Que la vraie famille se définit par des choix, pas par le sang. Et que parfois, pour sauver ce qui est vraiment précieux, nous devons avoir le courage de laisser partir ce qui était déjà perdu. Des regrets. Un seul. Je regrette de ne pas avoir agi plus tôt. Si cette histoire de dépassement de soi et de transformation familiale vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont trouvé leur force dans les moments les plus difficiles. Car au final, William Morrison n'était pas seulement un homme qui avait survécu à une tentative de meurtre. C'était un grand-père qui avait choisi de construire un foyer où sa petite fille grandirait en sachant que le véritable amour protège, il ne détruit pas. Et cela, croyez-moi, est la plus importante des victoires. Está muy rota, a mí no tocó ni una, boludo. ¿Cuándo empieza el stream? Mañana. Sí. Todo desesperado por matarte. Yo le ganaba, pero no le rompía. El piso es laburo. Ay no, qué miedo. Por suerte tengo las patas alzadas. Ay, boludo. Me pica el ojo. ¡Qué mierda! El video. Ahí voy. ¿Por quién apuestan? Hola, mía. A ver si sigue pegando. Dale, dale, dale. Dale, po, weón. Ya. Explotación laboral. Con foto pata. No. Si no, vos te postularías para moderador. Me pagan insulto. Sí, literal. No me enganches, por favor. Che, es muy... Ah, tiene un Ender Pearl. Increíble. Aura. Bueno, vamos a ver. ¿Quién me había matado a mí?
Un juego entretenido, no, no hay. Me mataste vos, Karma. El Among Us. De Play Store, pero... Tiene que ser de Play Store, sí o sí. Grow Garden. Lo jugué y no me gustó. Yo jugué el... ¿Cómo se llama? El... Block Fruit. Block Fruta. Block Fruit. Fruit. Blocks. Pedilo. Y bueno, mis amigos lo jugaron, así que después me cansé, pero nada. Creo que es del Farm Bull Battle. Sí, lo jugamos.